Merci. Aujourd'hui, Norabio représente à peu près 80, enfin pas à peu près, c'est 92 adhérents, donc qui approximativement représente la moitié des agriculteurs bio du Nord-Pas-de-Calais, sur une zone de collecte qui a été définie historiquement lors de la création de la coopérative Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il faut savoir que les représentants picards sont encore relativement faibles, la coopérative étant née dans la région lilloise et surtout centrée sur la région Nord-Pas-de-Calais. C'est principalement les adhérents du Nord-Pas-de-Calais qui étaient les premiers adhérents. Les activités Norabio, ce sont lesquelles? L'agro, évidemment. Alors, on peut définir les activités de Norabio à peu près sur 5 axes. Donc, la vente, la commercialisation des fruits et légumes sur 3 différents marchés, un quatrième qui est en cours de développement. On va essayer de pas trop monter le son, vous allez parler un peu plus près du micro, ça va éviter que ça l'arsène. D'accord. Donc, je disais, les voies de commercialisation, on a à peu près aujourd'hui 3 voies de commercialisation qui sont historiques et posées au sein de la coopérative. Donc, le premier, ce sont la commercialisation vers les mines, qu'elles soient au niveau national, principalement mine de Rungis. Deuxième, un projet qui est né en 2002, qui est Biocaba, donc un système de vente par panier. Troisième activité, ce qu'on appelle les légumes contrats, donc des légumes qui sont destinés principalement à industrie ou distributeurs spécialisés GMS, donc des emballeurs. Et depuis septembre 2010, on a embauché une personne pour développer toutes les activités commerciales vers la restauration collective. Donc ça, c'est à peu près les activités de commercialisation. Et après, on a développé une activité qu'on définit plus de service, qui est une activité agro-fourniture. Donc pour permettre aux paysans d'avoir la facilité, en tout cas, de produire en fournissant de la semence jusqu'à l'emballage, en passant par tous les types de besoins qu'ils peuvent avoir. Alors on va revenir tout à l'heure sur les deux volets, les deux tailles finalement, les deux types de circuits que vous même les trois d'ailleurs, mais on va laisser la partie collective à votre voisine tout à l'heure qui est spécifiquement dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à 1998, vous diriez qu'en effet la filière est en pleine évolution et que les producteurs que vous représentez se posent en effet des questions quant à leur devenir eu égard à la croissance? Je pense qu'il y a eu des évolutions en forme de paliers. C'est vrai que les 4 dernières années ont une évolution, une croissance très forte. Il faut savoir qu'on a quasiment doublé le chiffre d'affaires des coopératives en 4 ans. Là, on sent un nouveau palier arriver au vu des conversions qui ont été relativement conséquentes sur notre région et au niveau national, donc qui amène à un marché aujourd'hui sur le fruit et légumes frais qui se tend un peu plus. Voilà, aujourd'hui, c'est toujours des questions d'équilibre et d'ajustement de l'offre et de la demande. Donc, voilà, il y a eu différentes phases d'avancement de la structuration des filières. Là, aujourd'hui, les choses sont quand même permis que l'avenir soit plus posé, en tout cas. On revient un tout petit peu sur les types d'approvisionnement que vous effectuez, les types de ventes que vous effectuez pour être précis, parce que chacune a finalement son lot de contraintes et n'est pas neutre en matière de répercussion et en matière donc d'élaboration du prix, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure dans ce cas des Mélis, au centre de beaucoup de choses, et bien sûr comment est-ce qu'aujourd'hui se compose le prix, comment on compose le prix. Si on revient sur les deux parties spécifiquement, avant de voir comment la complémentarité entre les deux est intéressante, les contraintes lorsqu'on fait du gros, ce sont lesquelles? J'aurais du mal à toutes les citer, mais nombreuses en termes d'emballage, de calibrage, de normalisation des produits, de flux logistiques, de diversité des produits au sein d'une exploitation pour permettre, voilà, aujourd'hui on a peu de clients qui sont encore en mesure d'avaler des produits, ce qu'on appelle des palettes de produits, donc les clients sont souvent demandeurs de palettes diversifiées, ce qui implique une diversification au sein de l'exploitation. Voilà, juste pour pour mieux imager les choses, c'est que dans les 92 adhérents de la coopérative Norabio, on a des adhérents, le plus petit adhérent doit avoir 70 ans à peu près, donc 7000 m² jusqu'au plus gros qui doit dépasser les 110 hectares. Voilà. Et les voies de commercialisation au cours de la construction de la coopérative ont permis d'offrir des débouchés à différents types de typologies d'exploitation. Donc on va, c'est très, j'aime pas trop catégoriser de cette façon-là, mais aujourd'hui, on va dire sur une exploitation maraîchère petite, on va l'orienter sur un projet qui est plus une vente par panier, qui lui permettra de se positionner sur 1 ou 2 produits, qui vient en complémentarité de ses propres circuits commerciaux qui sont souvent soit à mal, vente directe. Après, on a des exploitations plus type légumière qu'on orientera donc diversifier. Là, on parle bien aussi de la diversification au sein des typologies d'exploitation et de la diversité au sein des exploitations. L'exploitation moyenne légumière qu'on va orienter plus sur des marchés frais, donc marchés longs.
Et en dernier lieu, aujourd'hui, ce qui a été une grosse voie de croissance de la coopérative, c'est l'introduction d'ateliers légumes au sein d'exploitations de polyculture. Et voilà, et il fallait essayer de combiner tout ça pour ne pas déstabiliser les marchés, pour pas qu'il y ait trop de vases communicants. Donc aujourd'hui, c'est des légumes industrie, ce qu'on appelle légumes industrie, qui ont particulièrement été développés autour de contrats qui ont été même jusqu'à des contrats tripartis. Je pourrais prendre l'exemple qui a été fait avec Violet et Biocoop. On a fait à peu près la même chose autour d'un contrat avec betterave rouge en mettant les trois parties, producteurs, transformateurs et distributeurs autour de la table, qui a amené des choses conséquentes aujourd'hui. Il faut savoir que Norabio est engagé sur pas loin de 2000 tonnes de betteraves rouges auprès de ses adhérents, donc c'est pas négligeable. Le but est quand même étant de sécuriser, des débouchés des producteurs et de sécuriser également leurs revenus. Donc voilà, avant même le semis, on est déjà dans une logique où on sait où est-ce qu'on va aller pour une grande partie de la production, hein, c'est ça. Tout à fait. Et ce qui est aussi lié à la spécificité statutaire de la coopérative Norabio, qui est pas... Souvent on parle de coopérative, on pense à Port-Total. La coopérative Norabio, c'est construit autour d'abord planifié. C'est-à-dire que la coopérative s'engage, même de façon contractuelle, à commercialiser l'intégralité des produits qui ont été planifiés avec ses adhérents. Donc on sécurise le débouché quasiment avant le semis. Et aussi bien sur les 3 voies de commercialisation que j'ai exposées, et on compte mettre en place le même système de fonctionnement entre la restauration collective. Voilà, vous parliez de construction de prix. Avant d'arriver à la construction de prix, pourquoi je vous parlais tout à l'heure des fameuses contraintes hein, de la vente en gros? C'est parce que ce qui m'étonnait, c'est que, mais vous avez répondu à la question, c'est que vos producteurs puissent tous finalement accepter ces contraintes, qui sont des contraintes pas neutres, qui sont des contraintes relativement lourdes, mais vous avez donné l'élément de réponse, c'est qu'il y a ceux qui peuvent l'accepter, puis il y a ceux avec lesquels vous imaginez d'autres modes de commercialisation derrière. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a eu le cas, par exemple, voilà, je parlais de vases communicants, il y en a quand même entre surtout les légumes industrie. Voilà, imaginons une exploitation, polyculture, qui fait un peu de pommes de terre, qui est destinée sur du contrat départ vrac, bout de champ, en camion. Accessoirement, ces gens-là aussi peuvent être amenés à faire du départ vers du marché frais. Ils vont nous dire, bah, tiens, j'ai une meilleure valorisation de mon produit sur un produit similaire. Sauf que on va clairement lui expliquer les contraintes et qui engendreront des coûts financiers non négligeables et qui sont souvent peu pris en compte au sein des exploitations, qui sont les coûts liés à la commercialisation, parce qu'il faut compter quand même le temps passé au calibrage, que la mise en caisse soit pareil qu'un camion qui part en bout de champ. Voilà. Et c'est là où on arrive justement, historiquement, on a commencé à réfléchir comment on peut construire des prix qui soient rémunérateurs pour toutes les voies de commercialisation. Donc de là est né en fonction des voies de commercialisation, on a défini différents types de mécanismes pour la construction de ces prix. Alors est-ce qu'on peut les partager pour voir si ces solutions-là semblent finalement mutualisables pour tous? Voilà, et, enfin, je ne sais pas, ça on l'a fait un peu... Vous l'avez fait intuitivement, vous avez appris en marchant. Exactement, et donc pour les bio, on va commencer plus facile, Biocaba, prix fixe, annualisé, donc on met tous les producteurs qui représentent à peu près une vingtaine d'adhérents de la coopérative, on les met autour de la table, on définit un prix annuel qui est rémunérateur pour le producteur en fonction des coûts de production, ses coûts de production, sa marge. Voilà, donc nous ça permet comme ça de planifier l'intégralité des produits sur l'année. On répartit, voilà, c'est tout le monde autour de la table, donc qui veut faire du céleri, voilà, qui veut faire la carotte, c'est vraiment, là on rentre vraiment dans l'animation collective d'un projet, de dire comment on peut les répartir de façon équitable et que ça convienne à chaque structure. Juste pour mettre en perspective, cette logique de Biocaba, vous l'avez démarré très tôt, vous, parce que maintenant c'est quelque chose qui se développe beaucoup, mais vous l'avez démarré en quelle période? 2002. Donc là, vous parlez avec 9 ans déjà de retour sur l'expérience. Hein. Historique, tout à fait. Et c'est vrai que aujourd'hui, on voit beaucoup de systèmes de vente par panier qui sont développés au sein d'exploitation. Et là, il y a une vraie volonté dès le départ de dire, plutôt que tout de suite chacun faire son petit panier dans son coin, c'est le cas de le dire, mettons en commun, on a déjà un outil en commun de commercialisation, autant continuer à fédérer ces forces-là. Et donc, on a dit, on va faire un système de panier collectif, ce qui permet, en termes de cohérence, en tout cas, de saison et de diversité dans le panier, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer que son petit panier chacun. Deuxième niveau, sur le frais. Là par contre, on a mis en place des systèmes de prix de campagne, de caisses de péréquation, enfin tous ces mots-là que je vous parle sur le fruit et légumes, hein, c'est des usines à gaz entre les personnes qui vont stocker, les personnes qui ne vont pas stocker, qui ont des primeurs, etc.
voilà, là on tourne, on est forcément lié au prix aléa des prix du marché, à la volatilité des prix. Donc on est souvent calé sur les prix SNM, enfin les prix donc, des services des mines. On arrive à mettre en place des systèmes de prix lissés avec certains clients, ils ne sont pas tous dans cette dynamique-là, pour éviter justement les à-coups, donc avec aussi des mécanismes qui ont été, entre autres, mis en place en collaboration avec la FNAB, hein, donc c'est pour surtout écréter, on va dire, un peu les volatilités du prix. Donc bon, le marché frais, on a on essaye d'être force de proposition là-dedans, mais bon, on est souvent beaucoup plus dépendant des grossistes avec lesquels on travaille. Voilà. Et dernière voie de commercialisation sur les légumes contrats, donc les légumes industrie, là on a pu aboutir à des choses beaucoup plus construites et sereines, en tout cas pour les producteurs. Pardon. Avec des prix de campagne annualisés, avec... ouais, c'est pareil, là, je vous parlais de la betterave rouge, typiquement on a certains clients, aujourd'hui on a 5 cuiseurs de betterave rouge avec lesquels on travaille, qui n'achètent pas tous le produit, qui n'ont pas tous les mêmes exigences en termes de qualité sur le produit, qui vont forcément pas le rémunérer de la même façon. On a complètement mutualisé l'ensemble des prix, c'est-à-dire que tous les producteurs de betterave rouge sont payés le même prix, quel que soit l'endroit où va être valorisé leur betterave rouge. Et ça, c'est des systèmes qui ont mis un peu de temps à se mettre en place aujourd'hui, qui sont, à mon avis, de mon point de vue, pérennes dans le sens de la construction sur du plus long terme et qu'on voit que de plus en plus d'adhérents sont intéressés par ce type de contrat. Voilà. Le but, c'est quand même, voilà, comme je vous le disais, ça fait partie de la façon statutairement du coopérative de sécuriser au maximum les débouchés des producteurs tout en gardant des prix rémunérateurs. Est-ce que vous qui êtes pour partie d'ailleurs en contact direct avec le consommateur, vous le disiez tout à l'heure, au travers de ces cabas ou autres, lorsque l'on dit oui, le consommateur peut-être pourrait payer un petit peu plus si on lui explique un petit peu mieux nos contraintes, etc., vous pensez que c'est le cas ou pas? Il faut savoir que la part alimentaire, je pense dans les budgets, je ne connais pas les chiffres exactement, chute complètement, oui, tout à fait. Fortement diminué. Alors, on leur demande... Et d'une manière globale, générale. Voilà. Et par contre, ce qui est rentré dans le budget maintenant non plus ce qui était avant du loisir, mais qui est en charge fixe, comme l'EDF, le gaz, etc., c'est la téléphonie mobile. Dorénavant, vous avez 30 € dans les enquêtes sur la consommation, vous avez 30 € en moyenne, donnés obligatoirement comme quelque chose qui ne peut pas être compressé. Il y a un engouement... Contrairement à l'alimentation. Étude Crédoc, décembre 2010. Il y a un engouement, enfin, l'opinion publique est favorable au développement de l'agriculture biologique et bon, de toute façon on le voit bien, il y a les chiffres de la consommation. Justifier un prix plus élevé, ça on peut le faire aujourd'hui par des plus-values environnementales, sociales, etc., etc. Ça vous le connaissez tous aussi bien que moi. Leur demander... soit j'ai pas bien saisi le sens de votre question. Non, mais est-ce que globalement par rapport au prix, vous pensez que le consommateur est prêt à payer un petit peu plus? Oui. Ou pas? Bio? Oui, le produit bio, pardon. Je l'espère. Enfin, c'est notre communication qui doit être juste et fondée là-dessus. C'est qu'il y a quand même des plus-values non négligeables aux produits biologiques qui sont à prendre en considération. Et voilà, il faut bien savoir que, comme M. Lacombe disait, qu'on est générateur, je pense et je l'espère, générateur d'emploi et que hein, on est fait un désherbage manuel ou même plusieurs désherbages manuels ont un coût qui génère de la main-d'œuvre et qu'il faut bien maintenir un maillon d'affilière.